Jean-Marc Ayrault, Romain Gubert, journaliste au Point, nous a rejoint. On va parler d'économie avec vous et je voudrais au départ vous faire entendre un extrait du discours de François Hollande, justement concernant la finance. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors Jean-Marc Ayrault, cet adversaire sans visage, la finance mondiale. Est-ce que vous savez que lundi, l'État français a eu besoin de 8 milliards. Où est-ce qu'il est allé les chercher? Sur les marchés financiers. Jeudi, même chose. 9 milliards, il est allé les chercher sur les marchés financiers. Comment on fait, quand on est à la tête d'un État qui a besoin de 180 milliards d'euros tous les ans, qu'il va chercher sur les marchés internationaux, sur les marchés financiers, avec un président qui dirait « je suis l'ennemi » ou en tout cas mon adversaire, c'est la finance. Oui, enfin bon, il faut préciser les choses. Est-ce que c'est les marchés financiers qui vont se substituer au vote du peuple français à l'élection présidentielle ou de tout autre peuple en démocratie et en Europe? C'est une question de base. Le général de Gaulle disait que la politique ne se faisait pas à la corbeille, c'était une formule, mais elle était juste. Est-ce que c'est aujourd'hui, elle se fait dans les agences de notation ou simplement sur les marchés financiers? Non, il faut répondre à cette question. Parce que les États sont endettés. Mais même s'ils n'étaient pas endettés, ils empruntent toujours. Il y a du déficit budgétaire, ce n'est pas en soi une tare. Mais l'intérêt, l'important, c'est que il faut emprunter le plus bas possible. Aujourd'hui, il y a la dégradation de la note de la France, mais la vraie raison, c'est la dette. C'est à 100 milliards de plus depuis que Nicolas Sarkozy est président. La dette a doublé en 10 ans. D'ailleurs, je fais observer que depuis que Nicolas Sarkozy a été ministre des Finances, la dette, donc sous Raffarin et Chirac, la dette a augmenté dans les mêmes proportions que sous les mandats de tous les présidents de la République précédents. C'est-à-dire que sous Nicolas Sarkozy, ministre des Finances et président de la République... Il n'est pas responsable de tout quand même. Attendez, c'est la fête. Il y a eu d'autres crises, il y a eu des chocs pétroliers. Le choc de l'endettement, il remonte à la fin des années 70. Oui, mais enfin, il a été constant. Je réponds à une objection qui est faite. Ça dure depuis 30 ans et tout le monde est coupable, tout le monde est responsable. La part de ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est la moitié de toute la dette de la France, depuis qu'ils gouvernent, c'est-à-dire depuis à peine 10 ans. Donc je reviens sur votre question. Il faut faire en sorte que lorsqu'on emprunte sur les marchés financiers, on emprunte au taux le plus bas possible. Sinon, les pays ne pourront pas se redresser. Il n'y a pas que la France qui est concernée, il y a l'Italie qui est concernée. Les fondamentaux économiques de l'Italie ne sont pas mauvais. C'est un pays dynamique sur le plan économique, de la production, il y a de l'industrie. C'est un pays qui n'est pas considérablement endetté. En tout cas, sur le marché, le secteur privé n'est pas endetté. Les particuliers ne sont pas spécialement endettés. Il n'y a pas de subprime, il n'y a pas de crédit hypothécaire. Ce n'est pas la situation d'Espagne. Et pourtant, l'Italie, sur les taux, enfin sur les emprunts à long terme, est obligée d'emprunter à près de 7%. Ce n'est pas tenable, malgré tous les plans d'austérité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous répondre. C'est ça le problème. Je vais vous répondre. Bien sûr, c'est pas tenable. Je vais vous répondre. Mais... Il faut mener de front la bataille de la maîtrise des comptes publics. François Hollande s'engage très précisément pour que les comptes publics, c'est-à-dire le déficit, l'équilibre soit atteint à la fin de son quinquennat. C'est dire l'effort qu'il faudra faire. Par ailleurs, toutes les initiatives qu'il prendra, et il n'en prendra aucune qui ira dans un sens différent, doivent favoriser la croissance. Et par ailleurs, il y a un autre volet, il y a un autre niveau qui est l'Europe. Et l'Europe, il lui le dit dès maintenant, s'il est élu président de la République, il ira voir ses partenaires, et d'abord l'Allemagne, pour réorienter les choses. Mais dès maintenant, s'il va voir Mme Merkel comme c'est envisagé... Je termine. S'il va voir Mme Merkel prochainement comme c'est envisagé, il lui dira la même chose. Monsieur Ayrault, vous connaissez bien l'Allemagne. Vous connaissez bien l'Allemagne. Vous parlez allemand, vous êtes prof d'allemand d'origine. Oui, mais ça sert quelquefois. Et vous connaissez bien ce pays. Par quel miracle François Hollande obtiendrait-il d'Angela Merkel ce que Nicolas Sarkozy, qui lui a demandé la même chose d'ailleurs, parce que Olivier Mazerolle n'a pas obtenu? Olivier Mazerolle,
le débat en Allemagne existe aussi. Mais oui, bien sûr, mais Nicolas Sarkozy aussi. lui dit, je veux que la BCE intervienne. Il existe aussi. Elle dit non. Il existe aussi dans toute démocratie, il n'y a pas qu'un point de vue, il peut y en avoir plusieurs. Mais d'accord, mais... Et en Allemagne, on s'interroge aussi sur la manière de sortir de cette crise, parce que même si l'Allemagne se porte mieux, l'Allemagne sait très bien que si on est en train de tomber vous partout... ne répondez pas à ma question. Je vais répondre. Quelle est la force de conviction particulière de François Hollande qu'il a en plus de celle de Nicolas Sarkozy? Il y a le principe de réalité déjà maintenant. Si la Banque centrale européenne n'intervient pas, c'est une nécessité, c'est une obligation. Si on ne prépare pas la mise en place des eurobonds, si on ne réoriente pas l'Europe dans un sens de la croissance avec des plans et des projets ambitieux en matière, par exemple, de financement par l'emprunt européen, alors que l'Europe n'est absolument pas endettée, d'investissement dans la transition énergétique, alors je crains le pire pour l'avenir de l'Europe. Je crains le pire pour l'avenir de l'Europe. Alors vous me dites, deuxième division, oui, mais je termine juste à la question d'Olivier Mazerolle. François Hollande appelle les Français pour qu'ils lui donnent ce mandat. C'est pas la même chose que d'être en fin de mandat. Il faut faire la politique de la chaise vide, il faut dire si l'Allemagne ne cède pas. Quand on est en fin de mandat comme Nicolas Sarkozy, qui va voir Mme Merkel avec une France affaiblie. Nicolas Sarkozy a réclamé les eurobonds, il a réclamé l'intervention de la BCE. Parce qu'il n'a pas su construire depuis 5 ans une relation de confiance avec l'Allemagne. Ça, j'en suis convaincu, je le sais, je peux en témoigner. Et d'autre part, quand vous avez une France affaiblie, une France avec un déficit du commerce extérieur de 70 et plus milliards, une dette, un déficit, et puis en même temps un chômage à 10%. Quand Nicolas Sarkozy discute avec l'Allemagne, il ne discute pas en position de force, il discute en position de faiblesse. Jean-Marc Ayrault, pour rester 2 minutes sur l'Allemagne, sujet que vous connaissez bien, en 2003, il y a un homme qui s'appelle Gerhard Schröder, qui est social-démocrate, donc qui fait partie de votre famille politique, et qui décide de faire, à un moment où l'Allemagne va très très mal, l'agenda 2010, c'est de faire énormément de réformes, et notamment des réformes douloureuses pour le peuple allemand, c'est-à-dire une réduction des allocations chômage, plus de flexibilité, les fameuses lois Hartz, des réformes qu'aujourd'hui, la gauche, mais la droite aussi, ne veulent pas prendre. Pourquoi cette absence de courage en France ? Il ne faut pas dire qu'il y a absence de courage. Vous seriez prêt, vous, à appliquer l'agenda 2010 de Schröder, qui lui a fait perdre les élections, d'ailleurs ? Il faudrait le regarder dans le détail avant de dire qu'il faut tout prendre. Il y a des choses à prendre et d'autres qui ne sont pas à prendre. Parce que la pauvreté a beaucoup augmenté en Allemagne. Le nombre de pauvres en Allemagne est de 12 millions. C'est considérable. Vous avez les petits boulots, là, les mini-jobs. Les mini-jobs, c'est 500 € par mois. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut proposer aux Français ? Enfin, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont moins bonnes. Il faut harmoniser nos politiques économiques, il faut harmoniser nos politiques fiscales, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ce qui a fait la réussite de l'Allemagne, c'est aussi l'investissement dans les entreprises industrielles, c'est l'investissement dans la recherche, c'est l'investissement dans l'innovation. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le coût du travail, contrairement à ce qu'on raconte, parce que le coût du travail, dans l'industrie en tout cas, est assez proche, il est quasiment équivalent. C'est la qualité des produits. Et nous avons délaissé cette politique d'investissement, cette politique d'innovation. Malheureusement, dans les secteurs où on l'a gardé, on s'en sort. La France n'est pas fichue. Il y a encore des secteurs, mais on a abandonné dans beaucoup de secteurs. Et je trouve que ça, c'est un vrai abandon. Et c'est ça qu'il nous faut redresser. Ça demande un effort très important. C'est pour ça, d'ailleurs, que François Hollande propose ce pacte productif, de cette réindustrialisation de la France. Parce qu'on aura beau faire dans n'importe quelle direction, si on ne fait pas ça, on aura du mal à s'en sortir. Est-ce que le programme, le discours qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce qu'il est compatible avec les exigences des agences de notation, et notamment de Standard & Poor's, qui a sanctionné le bilan de Nicolas Sarkozy d'une certaine façon ? D'abord, je l'ai dit, je ne souhaite pas que la politique soit décidée par des agences de notation. Enfin, ça vous a bien servi, hein, parce qu'on a entendu François Hollande dire tout de suite, regardez, la France est dégradée, Standard & Poor's. Non, lorsqu'il s'était... une alliance objective, comme dirait Marx, entre l'agence de notation et le candidat. Franchement, ça ne nous réjouit pas, ça nous attriste. C'est même pour la France une humiliation d'être dans cette situation. Mais vous savez, il n'y avait pas besoin des agences Standard & Poor's ou de n'importe quelle agence. Il suffit de lire tous les rapports de la Cour des comptes, qui est une institution indépendante en France, qui disait la même chose. La dette, les déficits, et puis je pourrais rentrer plus dans les détails. Non, c'est compatible, puisque François Hollande s'exprime très précisément sur la nécessité de réduire notre dette et nos déficits. Il s'engage à la fin de son mandat à l'équilibre des comptes. C'est pas rien. Ça veut dire l'effort considérable qu'il faudra faire. Mais en même temps, il dit que ce qui est important, c'est de privilégier la croissance. Parce que si on ne fait que l'un sans faire l'autre, et qu'il y a un volet croissance nationale,
et il y a un volet croissance européen. Et ça fait partie du débat qu'il faut absolument trancher. Et d'ailleurs, M. Monti, qui est allé récemment, président du Conseil italien, qui est allé récemment à Berlin voir Mme Merkel, n'a pas dit autre chose. Lui-même sent bien qu'il va avoir du mal à s'en sortir si on en reste avec ce blocage, en quelque sorte cette obsession à ne pas donner à la BCE le moyen d'intervention. Il y a deux piliers. Je vous permets que je complète la réponse à Olivier Mazerolle sur la notation, même si je conteste les agences de notation, et François Hollande a proposé cet après-midi la création d'une agence de notation européenne indépendante. On a dit que les Américains ont perdu leur AAA. Oui, ils ont perdu leur AAA, mais ils ont fait quelque chose qu'on ne fait pas en Europe. C'est que la Banque fédérale américaine intervient massivement. Et que si aujourd'hui la croissance repart aux États-Unis, c'en est la raison. Non, on revient au chapitre précédent. Jean-Marc Ayrault. Donc François Hollande a été très clair, il veut revenir à l'équilibre en 2017, à l'équilibre des comptes publics en 2017. Il y a deux piliers dans son programme. Une augmentation d'impôts pour les plus privilégiés, il l'a développé, et puis des économies. Je vous propose déjà de revoir l'augmentation des impôts pour les privilégiés. L'ISF ne rapporte que 4 milliards d'euros de recettes fiscales. Même si on doublait, c'est insuffisant. Par ailleurs, l'impôt sur le revenu, c'est une vingtaine de milliards. Même si, effectivement, il augmente les tranches d'imposition pour les revenus supérieurs à 150 000 euros, tout ça ne représente qu'une goutte d'eau. Qu'est-ce que vous faites sur l'essentiel des recettes fiscales? C'est la TVA? C'est l'élargissement de l'assiette. Comment vous trouvez aujourd'hui le déficit de l'État, c'est 95 milliards. Comment vous trouvez ces 95 milliards, même si la moitié peut être Il a été très clair cet après-midi. Après l'élection présidentielle, il y a les élections législatives, mais il faut tout de suite préparer une loi de finances rectificative. Et cette loi de finances rectificative doit prendre en compte toute une série de dispositions d'ordre fiscal et qui vont concerner les plus privilégiés des Français. Quelles niches supprimez-vous ? Il faut supprimer lesquelles ? Toutes les niches qui n'apportent rien, et il y en a beaucoup, qui n'ont aucun impact sur l'emploi, et ce sont des niches de privilèges. Est-ce que vous fiscalisez les allocations familiales, par exemple ? Mais attendez, je vous dis qu'on prendra des mesures immédiates. Des mesures qui donneront une orientation sur la justice fiscale et qui feront rentrer de l'argent dans les caisses. Je rappelle que toutes les mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat, le fameux choc de croissance qui n'a jamais eu lieu, ça fait une perte de 70 milliards d'euros de recettes qui manquent dans les caisses de l'État, pendant que les classes populaires et moyennes devaient payer plus par l'augmentation des taxes. Il y a une trentaine de taxes qui ont été créées par le gouvernement actuel. Donc ça, c'est les mesures immédiates. Après, c'était aussi très clair dans le discours de François Hollande, on engage une grande réforme fiscale qui doit mettre sur le même plan les prélèvements sur le travail et sur le plan du capital et de la rente, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent en dormant. Et ça, c'est une réforme qui va être engagée avec l'objectif de fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG pour mettre plus de justice, une assiette plus large, et donc mettre un impôt moderne en place qui soit à la fois efficace, qui soit plus favorable à l'économie et qui soit surtout plus juste. Une assiette plus large, ça veut dire que vous taxez davantage le capital, mais aussi que le nombre des imposables pourrait être plus large qu'il n'est aujourd'hui. C'est possible, mais avec une seule contrainte, une seule exigence, c'est la justice. Et ça a été dit tout au long du discours de François Hollande, il n'y aura pas, si une mesure n'améliore pas la justice, alors je l'écarte. Si elle va dans le sens de la justice, je la prends. Il y a eu un pataquès, il y a eu des discussions au sein du Parti socialiste sur le quotient familial. Quelle est la position qui sera arrêtée ? Je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement envisage de faire financer la politique familiale, les allocations familiales, qui sont aujourd'hui financées par les cotisations des entreprises, donc sur le travail, par la TVA. Alors là, c'est quand même très grave. C'est-à-dire tous les Français les plus modestes, les classes moyennes, les classes populaires, paieraient cette politique familiale. Donc il n'y a pas plus injuste. Et nous, ce que nous proposons dans le cadre de notre grande réforme fiscale que je viens de rappeler brièvement, c'est qu'il y ait de la justice concernant la fiscalité profitant aux familles. Il y a actuellement un système qui s'appelle le quotient familial. Ce n'est pas en soi un mauvais système, mais ce qu'on constate, c'est qu'il est injuste. 10% des bénéficiaires de 46% de l'avantage fiscal que procure le quotient familial, c'est la réalité. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, et plus vous bénéficiez de cet avantage. Il faut mettre de la justice. François Hollande a proposé de moduler ce quotient familial. Alors, quelle que soit la technique, mais on voit bien qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est que la majorité des familles françaises, classe populaire, classe moyenne, celles qui paient de l'impôt, celles qui n'en peuvent pas,
qui n'en paient pas, avec les projets de François Hollande, seront bénéficiaires. C'est ça qui compte. Sur les économies. Donc c'est du pouvoir sur d'achat. les économies. J'allais dire, comment... voilà, les économies. Oui, parce qu'il y a toute une partie de réforme fiscale. Qu'est-ce que vous faites? Les collectivités locales, c'est difficile avec le programme de François Hollande qui vise à redistribuer au sein des collectivités locales les plus riches vers les collectivités... Oui, c'est ce qu'on appelle la péréquation. Oui, mais c'est aussi la justice. Il y a 3 budgets. Il y a les collectivités locales. Est-ce que c'est là-dessus que François Hollande va faire des économies? Il y a le budget de la fonction publique hospitalière, de l'assurance maladie, et puis il y a le budget de l'État. Où est-ce que vous trouvez des économies à faire? Toute méthode aveugle, par exemple la RGPP, la révision générale des politiques publiques, s'est traduit par des coupes aveugles dans tous les budgets publics. Ça s'est traduit par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. François Hollande veut arrêter ça. Pourquoi? Parce que ensuite, si vous faites de façon aveugle, vous croyez que vous faites des économies, mais en réalité, vous dégradez l'efficacité du service public. Il y a un rôle économique et il y a un rôle social. Ne soyons pas aveugles, mais de façon lucide, où faites-vous des économies? Eh bien, on travaillera sur la base de priorités. La priorité numéro 1, c'est clair, c'est l'éducation. Ça, c'est pas l'économie, puisqu'il engage 60 000 personnes. Donc, économie ou effectif constant. Alors, ça veut dire que ça passe par une réforme du statut de la fonction publique, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire passer quelqu'un qui travaillerait au ministère des Anciens Combattants dans l'éducation nationale. Ça n'est pas possible. Je ne vais pas ramener à une situation locale, mais juste un instant. Je suis maire et président de la communauté urbaine de Nantes en même temps, qui a été créée il y a 10 ans. On fait ce qu'on appelle la mutualisation. Oui, mais c'est la fonction publique locale. Oui, donc, mais ce qui est fait, c'est pas possible ce qui est fait au niveau de la fonction aujourd'hui. publique locale, pourquoi est-ce que c'est pas possible, la fonction publique d'État? Il y a 2 400 000 fonctionnaires d'État actuellement. Si on engage une grande réforme de modernisation de la fonction publique d'État pour rendre l'État plus efficace, plus performant, sans faire des emplois précaires, sans faire des CDD, mais des emplois de fonctionnaires, avec un objectif, les missions de service public. On évaluera tout ce qui est utile et tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas utile, il faudra l'abandonner, il faut avoir le courage de le faire. Comme quoi, par exemple? Un exemple pour... Écoutez, ça sera beaucoup plus facile à faire si on engage un nouvel acte de la décentralisation. Parce que vous avez des directions qui sont à la fois de l'État, sur les territoires, dans les régions, dans les départements, et aussi des administrations locales. Eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir 2 administrations. L'État devra fixer les orientations, devra fixer les priorités, devra fixer les moyens, devra fixer la garantie... Et qu'est-ce que vous faites des doublons? Vous les mettez à la porte, ceux qui travaillent dans ces... Quand je vous ai parlé de ma propre expérience, Monsieur Mazerolle, ma propre expérience, il y a des départs en retraite dans la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière. Et quand vous réorganisez un service, que vous le rendez plus efficace, plus performant, dans certains secteurs, vous allez renouveler poste par poste, dans d'autres, vous n'allez pas le faire, mais ces postes-là, vous ne les détruisez pas, vous les mettez dans d'autres services. Que moi, je fais à Nantes pour maintenir globalement les effectifs de la fonction publique, de la ville, de la communauté urbaine. C'est parce que je fais comme ça. Mais ça me permet d'ouvrir des crèches, ça me permet d'ouvrir des écoles où il y a du personnel municipal. Mais là, il ne s'agit pas de maintenir, il s'agit peut-être de réduire les dépenses. Pourquoi vous voulez réduire? Absolument. Il n'y a pas à réduire les dépenses de l'État. Écoutez, il y a sans doute peut-être des dépenses à réduire, mais ce qui est important, c'est l'efficacité de l'action publique. Je pense que ça serait une erreur de croire que couper dans les services publics, détruire les services publics, ce serait l'efficacité du pays. Je ne le pense pas. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on protège davantage les Français dans les situations de crise? C'est souvent le service public, mais à condition que le service public soit efficace et qu'on lui donne suffisamment les moyens. Vous voyez, quand on fait des économies, je vais prendre un exemple, Pôle emploi. Vous croyez que c'est supportable pour les gens qui font la queue dans Pôle emploi, qui ont un numéro, quand ils passent devant la personne qui est avec un ordinateur, il y a un temps limité pour les recevoir, il n'y a pas d'accompagnement personnalisé, on n'a pas cessé de diminuer les postes à Pôle emploi. Et là, dans l'urgence, quand il y a ce sommet social, le gouvernement dit je vais recruter 1000 CDD pour m'occuper des chômeurs. Vous trouvez que c'est bien ça? Vous trouvez que c'est un bon service public qui aide les gens à s'en sortir? On dirait que vous savez que Xavier Bertrand est derrière la porte, il va venir vous je lui poserai la question. pour le débat après le journal question. de 19h. Merci Romain.